Bonjour à tous, alors je vous l'avais promis dans la dernière vidéo, j'ai enfin pu terminer ce travail sur la consommation énergétique des véhicules. Travail que je souhaitais partager parce qu'en écoutant la presse, et même la presse spécialisée, je m'aperçois que ça manque d'informations de bonne qualité pour bien comprendre comment fonctionne l'autonomie d'une voiture électrique et comment l'optimiser. Donc je repars d'un comparatif avec les voitures thermiques, pas pour déterminer laquelle est la mieux, ça j'aime pas trop les guéguerres entre les deux, moi je suis un passionné des deux technologies, d'automobile en général, donc on va pas être sur ces sujets-là, mais plus pour, d'un point de vue éducatif, partir d'une base connue que sont les voitures thermiques pour aller vers l'électrique et comprendre les différences. Alors cette petite étude m'a vite emmené un peu loin, donc pour simplifier la chose, j'ai décidé de séparer ce documentaire en trois vidéos. Une qui va traiter de l'énergie et de sa conversion en énergie mécanique pour faire avancer un véhicule. Une deuxième partie qui va détailler chacun des postes de consommation. Et une troisième partie qui sera une étude applicative qui va comparer la BMW i4 à la version thermique ancestrale qui est la série 4 ou série 3, qui est presque la même voiture. Simplement la forme qui diffère un petit peu mais qui est dans le même segment. Allez, on attaque avec la première partie. Donc on va aborder maintenant des notions générales sur l'énergie et on va parler de la conversion de l'énergie brute en énergie mécanique pour faire avancer un véhicule. Allez, on attaque avec des notions de base qui sont importantes et pas toujours évidentes. Alors on va en aborder trois. La première, c'est la force. La force, elle s'exprime en newton, et vous la connaissez bien, c'est quand vous appuyez sur quelque chose, ça génère une force, qui est égale d'ailleurs à la réaction que vous oppose l'objet sur lequel vous appuyez. Alors par exemple, une force qu'on connaît tous bien, c'est l'attraction terrestre, donc la force qui vous plaque sur le sol. Et bien en fait, elle est le produit de votre masse fois l'accélération terrestre. C'est pour ça que sur la Lune, où l'accélération lunaire pour le coup est plus faible, et bien vous avez une sensation de légèreté, alors qu'en fait vous avez la même masse. Si on travaille dans l'autre sens, par exemple on est en train de rouler sur une route, eh bien pour augmenter votre vitesse ou baisser votre vitesse, vous allez devoir générer une force qui va être la masse de votre véhicule fois l'accélération que vous voulez avoir. L'accélération étant la variation de vitesse. Petite remarque, si on était dans le vide, quand on roule à vitesse constante, on n'a pas besoin de générer de force. En fait, il y a une conservation du mouvement, c'est ce qui se passe dans l'espace par exemple. Et là, on va le voir, et ça va être tout l'objet de cette vidéo. Il y a multiples frottements qui viennent perturber notre mouvement, et donc on est obligé de lutter contre ces frottements. Dans une voiture, on ne génère pas directement une force, on génère ce qu'on appelle un couple, qui est une force rotative, une force qui tourne. Deuxième notion, c'est la notion d'énergie ou de travail. Là maintenant, on va toujours avoir notre force, mais on va l'exercer sur une distance donnée. Et ça va nous donner la quantité d'énergie. Elle s'exprime naturellement en joules, mais on peut la convertir en kilowattheures. Et les gens qui ont des voitures électriques connaissent bien les kilowattheures, puisque la capacité de leur batterie est exprimée en kilowattheures. Dernière notion, c'est la notion de puissance. Donc maintenant, j'ai mon énergie, donc ma force fois ma distance, et je vais avoir un temps donné pour le faire. Donc si j'ai 1 heure pour le faire, il va me falloir tant de puissance, et si je divise par 2, si je n'ai plus que 30 minutes, eh je vais devoir doubler ma puissance pour y arriver. Alors là, vous allez me dire, t'es bien gentil avec ta puissance en watts, mais moi je sais que ma voiture, elle fait 150 chevaux. Alors finalement, à quoi ça correspond? Eh bien en fait, c'est James Watt lui-même qui, au XVIIIe siècle, a inventé ce terme de cheval-vapeur, qui est une nouvelle unité de puissance. En fait, il voulait comparer la puissance de ces machines à vapeur avec celle des chevaux, avec quelque chose qui était représentatif, puisque les chevaux, c'était alors à l'époque la principale source de puissance mécanique disponible. Donc un cheval vapeur, ça correspond à la puissance nécessaire pour soulever une masse de 75 kg à une hauteur d'1 mètre en 1 seconde. On retrouve bien notre formule de la page précédente. Ça équivaut à environ 735 watts. Alors pour vous donner une idée, un cheval, ça peut quand même monter en crête, un cheval de course à 10 000 watts. Un humain qui ferait le record du 100 mètres, par exemple, ça va être autour de 2000 watts. Et puis les voitures aujourd'hui dépassent largement les 100 kW, donc les 100 000 watts. Donc voilà, ça vous donne quelques unités, quelques ordres de grandeur courants. Alors une chose qui est rigolote, c'est que ça a perduré après les machines à vapeur, puisque voilà, vos voitures thermiques, on a toujours exprimé la puissance en chevaux, on est habitué à cette unité. Et puis avec les voitures électriques, on revient un petit peu à l'unité du système international, du système métrique. Puisqu'en fait, voilà, en énergie, on parle directement en kilowattheure, en puissance de charge, on parle en kilowatts. Et puis souvent, la puissance même des véhicules est annoncée plutôt en kilowatts. Allez, alors, comment on obtient une puissance? Alors tout d'abord, on va parler des moteurs à combustion interne, des voitures thermiques. Donc en fait, on convertit de l'énergie chimique qui est contenue dans du carburant
qui est issu du pétrole, en énergie mécanique. Cela se fait par la bielle manivelle qui transforme le mouvement linéaire des pistons en mouvement rotatif pour entraîner les roues. La puissance, elle dépend principalement de la cylindrée, de la vitesse de rotation du moteur, du rendement volumique, de la densité de l'air et de la chaleur de combustion du carburant, c'est-à-dire la quantité d'énergie contenue dans 1 kg de carburant. Pour l'énergie électrique, c'est un petit peu différent. L'électricité, c'est une forme d'énergie qui résulte du mouvement des électrons, qui sont de minuscules particules chargées négativement. Et la puissance, c'est le produit de la tension et de l'intensité. Alors, pour ceux qui ne sont pas très habitués à l'électricité, on peut faire une analogie simple avec de l'eau. Il faut imaginer que les électrons, ce serait comme vos molécules d'eau. Donc c'est des petites particules qui se déplacent dans des fils électriques, qui pour de l'eau seraient des canalisations par exemple. La tension, ça va être la force qui pousse les électrons à travers le conducteur. Et l'analogie avec l'eau, ce sera la pression que vous avez dans vos tuyaux d'eau. Et l'intensité, ou le courant électrique, c'est le flux d'électrons à travers le conducteur. Donc on le mesure en ampères. Et dans nos canalisations, ce serait le débit, c'est-à-dire la quantité d'eau qui passe en 1 minute, par exemple, dans notre tuyau. Dans les deux cas, vous allez avoir un certain rendement également, avec, pour le cas de l'eau, de la résistance. Par exemple, vous allez avoir une certaine rugosité sur votre tuyau, vous allez avoir des coudes à passer qui vont freiner vos molécules d'eau. Pour un fil électrique, c'est pareil. Vous allez soit avoir des résistances directement dans le circuit par les composants qui le composent, ou alors vous aurez déjà par les fils électriques en eux-mêmes une certaine forme de résistance et de l'échauffement. Alors l'énergie électrique, elle est très difficile à capter directement dans la nature, et l'analogie, elle est rigolote parce que finalement, c'est de l'eau qu'on utilise pour fabriquer de l'électricité, principalement, largement principalement dans toutes les centrales, donc soit des centrales à gaz, soit des centrales nucléaires, soit par la pression naturelle de l'eau pour un barrage, par exemple. Et par contre, après, on peut stocker l'énergie, c'est assez difficile, mais on peut le faire aujourd'hui avec donc les fameuses batteries, qui utilisent, elles, une électrolyse, qui est un processus de conversion d'énergie électrique en énergie chimique. En fait, on ne stocke pas directement d'électricité, on la stocke sous forme de chimie. Et cette réaction elle a l'avantage de pouvoir s'inverser, ce qui permet de faire de la régénération, on y reviendra un petit peu plus tard. Alors pour revenir un petit peu sur notre moteur thermique, voilà, on a une production de chaleur, de combustion, qui nécessite un refroidissement. On a beaucoup de frottements internes dans le système, notamment bielle-manivelle. On voit qu'on a énormément de pièces, et notamment de pièces en mouvement. On a environ 1000 pièces au total dans un moteur thermique. La combustion étant imparfaite, finalement, on ne va récupérer en énergie mécanique qu'un fragment, environ 25%. Les rendements, c'est entre 25 et 35%. 35% vraiment dans les meilleures conditions. Et on va en fait perdre une partie dans l'échappement, une partie dans le liquide de refroidissement sous forme de chaleur dissipée, et puis après dans une partie friction. Un moteur thermique, il a une puissance et un couple qui n'est pas régulier en fonction des tours minutes, et il a également un rendement qui n'est pas régulier en fonction des tours minutes. Donc c'est pour ça que sur les voitures modernes, vous retrouvez des boîtes avec 8, 9, parfois 10 vitesses pour être toujours dans les points optimum de consommation et avoir une consommation et des rejets de CO2 qui soient le plus acceptables possible. Allez, on va parler un petit peu du groupe motopropulseur électrique qui est en fait un duo entre une batterie et des moteurs. Donc la batterie, plusieurs chimies existent et la principale différence c'est leur densité énergétique. Plus une batterie est haut de gamme, plus elle est légère pour une quantité d'énergie donnée. Et le deuxième point fondamental sur une batterie, ça va être sa technologie de refroidissement et de plus généralement de maintien de température, ce qui va permettre d'être efficient en termes de consommation, ce qui va permettre d'avoir une bonne régénération efficace et qui dure longtemps, par exemple lors d'une grande descente de col. Et puis ensuite également la capacité à recharger vite. Concernant les moteurs, il y a différents types de moteurs qui sont utilisés avec des avantages et inconvénients pour chacun, les rendements, l'utilisation de terres rares, etc. On voit que globalement, c'est des moteurs qui ont un excellent rendement, ce sur une grande plage d'utilisation. Un moteur électrique peut tourner de 0 à plus de 10 000 tours minute avec de très bons rendements, ce qui permet de se passer de boîte de vitesse. Alors, il y a quelques voitures qui en ont. Par exemple, pour faire de la haute vitesse, chez Porsche, on peut en trouver, mais c'est globalement anecdotique. Principalement, il n'y a pas de boîte de vitesse. Par contre, sur les dual moteurs, parfois on peut trouver des technomoteurs et des ratios de réduction différents pour couvrir par exemple de la basse vitesse, de la haute vitesse. Alors,
Ça, c'est sûrement le slide le plus important de la présentation. Que puis-je faire avec 60 kWh par exemple d'énergie? Eh bien, par exemple, 60 kWh, c'est la capacité de la batterie qu'on trouve dans la Model 3, qui est une des voitures électriques les plus connues. Et ça, c'est stockable dans une batterie qui fait 500 kg. Et avec cette quantité d'énergie, avec ce type de voiture, sans vouloir spoiler la fin, voilà, vous allez faire environ 300 km d'autoroute. Côté voiture thermique, on va prendre le cas du diesel qui est le plus efficient, ce qui contient un peu plus d'énergie pour 1 kg de carburant. Et bien ça va correspondre, ces 60 kWh, à seulement 6 litres de diesel. D'accord? Donc en fait, il faut bien comprendre qu'une voiture électrique se balade en fait avec 6 litres de carburant. Et malgré ça, elle fait 300 km. Alors qu'avec vos 6 litres de diesel dans une voiture thermique, vous allez faire autour de 100 km. Si on étend un petit peu au coût d'usage, je pense que c'est intéressant de le faire sur ce slide. Sur une voiture électrique, vous allez payer votre énergie entre 0,15 et 0,6 euros du kilowattheure. 0,15 ça va être à domicile avec le bon forfait, 0,6 ça va être sur des bornes sur autoroute ou sur la voie publique en ville. Le carburant, bon, il évolue, mais en ce moment, on peut considérer qu'il est environ à 1,7 euros de litre. Il y a 10 kWh dans 1 litre de carburant, donc ça fait 17 centimes du kilowattheure pour le diesel. Donc en fait, on voit que ça, c'est une idée reçue. On pense beaucoup que les électriques sont économes à rouler parce que l'électricité n'est pas chère. C'est faux. L'électricité est beaucoup plus chère en moyenne que ce que l'on paye le pétrole. Et c'est normal puisque souvent c'est un sous-produit du pétrole ou en tout cas quelque chose qui est plus difficile à obtenir que le pétrole, tant qu'il y a encore beaucoup de pétrole sur la planète. Et donc voilà, pour l'instant, on paye l'électricité plus cher que le pétrole. Alors si on regarde pour des usages traditionnels, on va commencer plutôt par la thermique parce que c'est quelque chose que souvent les gens connaissent mieux. Voilà, on va être du coup aux alentours de 10 euros pour 100 km. Et si vous gardez votre voiture 200 000 km, ça va vous coûter 20 000 euros de carburant. Alors à ce prix-là, bien sûr, les prix évoluent, mais ça va être environ voilà, 20 000 euros pour 200 000 km sur les datas actuelles. Sur la voiture électrique, j'ai dû fabriquer deux usages. Quelqu'un qui peut recharger à domicile et qui va donc bénéficier régulièrement de recharge autour de 15 centimes. Donc voilà, en moyenne, il va être à 20 centimes du kilowattheure sur l'ensemble de ses usages. Ça va lui faire 4 euros les 100 km, donc plus de 2 fois moins cher que la version diesel. Et on sera environ à 8 000 euros pour 200 000 km. Quelqu'un qui n'aurait pas accès à une recharge à domicile et qui va devoir toujours recharger en recharge publique, voilà, avec des bons abonnements, il va quand même arriver souvent à tomber autour de 40 centimes du kilowattheure. Et donc ça va doubler son prix, donc 8 euros pour 100 km et 16 000 euros pour les 200 000 km. Donc voilà, souvent les voitures électriques sont un peu plus chères à l'achat, encore que c'est en train de changer. Mais on voit que le coût d'usage est à prendre en compte si vous êtes intéressé à avoir un coût global intéressant. Ça vaut le coup de regarder sur l'ensemble de la vie de la voiture. Et puis, pour avoir une analogie avec un autre domaine, peut-être vous rendre mieux compte que c'est que ces 60 kWh, et bien finalement ça correspond à un jour de consommation énergétique d'une maison de 100 mètres carrés. Et pour rester un petit peu dans le domaine du bâtiment, c'est 15 kg de bois. Alors dans la partie DPE, vous avez pas uniquement le chauffage, hein, vous avez l'eau chaude sanitaire, vous avez l'éclairage. Donc voilà, c'est pas tout à fait les 15 kg de bois, mais ça vous donne une analogie, c'est environ 15 kg de bois pour les 60 kWh. Allez, on va parler d'une notion un peu plus simple maintenant que tout le monde connaît, c'est l'évolution de la masse et des couples. Alors on repart de notre BMW i4, sa version thermique, depuis, historiquement, s'appelait série 3. Maintenant il y a des séries 3, des séries 4 suivant les variantes de carrosserie, mais voilà, on reste dans le même type de voiture. Et si on s'amuse, alors regardez, là j'ai pris la version la plus haut de gamme qui est la version M, depuis le début de sa sortie en 1990. Le Yann est parti de 1350, 1300, 1350 kg. Et la dernière version est environ 1900 kg en version thermique. Donc c'est une voiture qui existe du coup dans sa version i4 en version électrique et on voit que là on reprend un gap. On reprend un gap important. On avait déjà une augmentation drastique de la masse, hein, due aux normes de sécurité, aux options disponibles par exemple. Mais là voilà, avec l'électrique on fait encore un gap important. Toute la question va donc être, est-ce que finalement cette techno embarquée qui est plus lourde, elle est intéressante énergétiquement? Alors, petite analogie, on a parlé tout à l'heure de couple et de puissance. Je vous rappelle, le couple, c'est la force ça permet de générer la force qui fait avancer la voiture. Mais on voit que les couples, finalement, ils ont suivi à peu près la même tendance que la masse, et c'est assez logique,
puisque si vous augmentez la masse de la voiture, il vous faut la mouvoir de façon facile, et donc vous êtes obligé d'augmenter le couple. Allez, on va rentrer un peu dans le détail de cette prise de masse. Alors pour 500 km WLTP, avec votre voiture diesel, vous allez avoir un moteur de environ 200 kg, une boîte qui tourne autour de 100 kg, et puis 40 kg de carburant. Voiture électrique, on a un moteur qui est un peu plus léger, autour de 100 kg. Après, vous allez avoir toute l'électronique de puissance, et puis vous aurez cette batterie qui va faire autour de 550 kg pour réaliser cette distance, et donc un surpoids qui est de l'ordre de 300 kg, comme on l'a vu dans le slide précédent. Alors, vous verrez que la masse, sans spoiler la suite, elle ne joue pas sur l'ensemble des paramètres. Il y a plein de paramètres qui constituent la consommation des véhicules, et la masse ne fait pas partie de tous ces paramètres. Et puis, elle est gérée de manière plutôt bonne sur les électriques. Mais il y a quand même un problème, c'est que la masse appelle la masse, hein. Qui dit plus de masse dit plus grosse suspension, plus gros frein, plus gros pneus, et donc vous rentrez vite dans un cercle vicieux. Alors, deux anecdotes pas très utiles mais assez rigolotes. Sur la partie diesel, tout d'abord, eh bien, il faut savoir que vous ne transportez pas votre comburant, puisque le comburant, c'est l'air, et il est disponible directement dans l'atmosphère. Par contre, c'est lui qu'on pollue en le transformant euh, en gaz un petit peu nocif quand même, et donc qui oblige à réglementer, et puis à imaginer d'autres solutions dans le futur pour se déplacer. Et puis côté voiture électrique, eh ben, on a l'habitude de dire que quand on augmente le niveau de charge de sa batterie, la masse ne change pas. Alors c'est pas tout à fait vrai. Suivant la relativité générale de M. Einstein, eh bien, vous avez une petite prise de masse, elle est complètement négligeable, de l'ordre de 10 puissance moins 11 kg. Voilà, ça vous fait deux anecdotes parfaitement inutiles, mais assez rigolotes pour faire le malin en soirée. Alors, on va parler un petit peu de la recharge en énergie. Une grosse batterie ou un char plein d'essence est à prévoir occasionnellement pour faire avancer nos véhicules. On va donc parler un petit peu des unités. La puissance moyenne de charge, elle s'exprime en kilowatts. L'énergie, elle, s'exprime, nous l'avons vu, en joules, que l'on convertit facilement en kilowattheure. Pour charger ou décharger une batterie de 100 kWh pendant 1 heure, il faut une puissance moyenne de 100 kW. Les meilleures voitures dépassent aujourd'hui les 300 kW de puissance. Mais en fait, pendant un court laps de temps, il s'agit d'une puissance crête. Et c'est en début de charge. La puissance de charge décroît ensuite pour finir à quelques kilowattheures. Pour recharger vite, il faut donc arriver avec une batterie plutôt vide, proche de 20%, et repartir avec une batterie pas complètement pleine, autour de 80%. Les meilleures voitures électriques proposent aujourd'hui des temps de charge inférieurs à 20 minutes sur cet exercice du 20 à 80%. Et plus la batterie est grosse, eh bien plus c'est long la plupart du temps. Et une voiture à mauvais rendement énergétique qu'un constructeur aurait comblé avec une grosse batterie n'est pas toujours une bonne stratégie avec les technologies courantes. Sur un chargeur domestique, c'est la puissance de la borne ou de la prise qui est inférieure aux performances de la batterie et qui détermine la puissance et donc le temps de charge. Par chance, souvent, vous partez faire vraiment autre chose pendant ce type de charge. Alors vous avez vu, j'aime bien les anecdotes inutiles, donc juste pour s'amuser, je vous affiche la puissance de charge d'une voiture diesel en kilowatts. Elle est d'environ 18 000 kilowatts, à comparer donc aux 100 kilowatts en moyenne sur une bonne voiture électrique. En effet, souvenez-vous, 1 litre de gasoil, c'est environ 10 kWh d'énergie, et un plein de 50 litres prend environ 2 minutes. En fait, le pétrole il est devenu courant dans nos vies. À l'échelle de l'humanité, on a vraiment découvert une potion magique tant il a permis de mécaniser nos vies par tout un tas d'assistances en un temps record. Il est d'ailleurs encore très utilisé dans la fabrication d'électricité. Malheureusement, il a la contrepartie de générer des gaz plutôt indésirables et surtout de mettre longtemps à se renouveler. Les réserves actuelles sont toujours un sujet délicat à aborder, mais aujourd'hui, avec les réserves prouvées, on peut tabler sur environ 50 ans. Petit rappel, hein, le rendement total, ça va être le rendement du système, donc de la voiture en elle-même, plus finalement le rendement de la production d'énergie. Alors le début, c'est les notions qu'on a déjà abordées. Voilà, les bonnes voitures thermiques, elles ont un rendement moteur d'environ 35%, et puis boîte de vitesse transmission autour de 95%, puis le pneu, on l'a abordé dans une autre étape, donc je ne vais pas en parler tout de suite. Pour une voiture électrique, eh bien, on va avoir un rendement de transmission beaucoup plus simplifié, et donc on tourne autour de 99%. Et puis le moteur électrique, on l'a vu, plus la batterie, on est autour de 90%. Et donc on va maintenant parler plutôt de la production d'énergie. Donc en gros, pour fabriquer 100 barils de pétrole, vous allez en perdre 12. D'accord? C'est l'énergie nécessaire à son extraction.
Donc ça emmène sur une voiture thermique, en moyenne, hein, tous ces chiffres sont toujours discutables suivant les lieux, les configurations, autour de 30%. Et puis sur une électrique, c'est un peu plus compliqué parce qu'elle peut venir de différents endroits. Alors tout d'abord, lorsque vous injectez l'électricité dans votre voiture, vous avez une perte directement sur votre compteur d'environ 10%. Et après, il y a une perte sur le réseau, environ 10% également. Et puis ensuite, on va utiliser toujours le TRE, là, le taux de retour énergétique. Donc c'est le rendement d'extraction de l'énergie, avec un mix Europe qu'on va étudier, hein, qui est fait avec 40% de gaz, 20% de nucléaire et 40% de renouvelables. Je suis parti sur des chiffres, des chiffres donc, que j'ai trouvés sur l'Union européenne. Euh, et puis j'ai mis les rendements associés. Le gaz c'est 35%, le nucléaire environ 33%. Et c'est pour ça que je disais qu'il fallait une ACV en plus, parce qu'après toute la question est quels gaz sont et quels polluants sont générés par chacune des technologies. Et puis ensuite, dans le rendement moyen là, pour les énergies renouvelables, eh bien, il est d'environ 80%. Donc là, finalement, ça va être l'énergie qui est dépensée pour fabriquer une éolienne, pour la détruire en fin de vie. Pareil pour un panneau photovoltaïque, et puis pareil pour un barrage. Et puis après, il va y avoir également l'exploitation du barrage ou l'exploitation d'une centrale solaire, par exemple. Voilà. Donc ça nous emmène finalement à un rendement moyen qui est autour de 52% pour l'électrique. Et donc finalement, si on fait la multiplication de tous ces rendements, on arrive à environ 40% pour la voiture électrique. Donc elle se débrouille un petit peu mieux. Il n'y a pas non plus un gap énorme en fait. Donc on va aller voir ensuite si ça vaut vraiment la peine. Il y a quand même une chose qu'il faut bien se rendre compte, c'est que voilà, cette part de renouvelable qui est de 40%, moi j'étais déjà impressionné de ce chiffre. Ben, il est en train de monter encore. Il est en train de monter. Et c'est bien de l'énergie fabriquée, ça, pas de la puissance installée. Et donc, en fait, on va quand même avoir des tendances qui vont s'inverser avec une électricité qu'on peut faire de plus en plus de manière renouvelable. Et par contre, du pétrole qu'il faut aller chercher de plus en plus profondément ou de plus en plus loin et qui a souvent des rendements qui ont plutôt tendance à baisser. Allez, j'en arrive à la conclusion de cette première vidéo, qui était assez générale, mais j'espère qu'elle vous aura fourni quelques clés pour mieux comprendre le fonctionnement des deux technologies. Alors moi, en tant que passionné de voiture, depuis toujours, la technologie des thermiques m'a toujours passionné, et j'avais peur de complètement perdre le côté innovation avec l'électrique. Mais en fait, quand on commence à s'intéresser plus précisément à ces voitures, on voit qu'en fait, elles perpétuent la tradition de raffinement technologique et de prouesse d'industrialisation. Alors, vous avez probablement, pendant cette vidéo, remarqué que la voiture thermique utilise un carburant extrêmement énergétique, ce qui lui confère une autonomie qui est difficile à égaler pour les voitures électriques, même avec les meilleurs technos. Donc il faut s'asseoir sur quelques usages qu'on avait peut-être l'habitude d'avoir avec ces voitures. Pour rivaliser, voilà, cette dernière elle doit être équipée d'une batterie de grande capacité et exceller en efficience et en temps de recharge. Alors heureusement, les voitures électriques elles bénéficient d'un rendement exceptionnel qui se traduit par une consommation extrêmement faible. Mais attention, on l'a vu, à ne pas simplifier à l'excès, l'électricité n'est pas disponible naturellement et bien qu'une part importante d'électricité soit aujourd'hui d'origine renouvelable, eh bien, il y a encore une grande partie qui est produite à partir de combustibles fossiles et d'énergie nucléaire. Alors vous avez en haut de l'image une voiture de 1941 qui s'appelle la Stella que vous pouvez voir au musée de Lyon et avec son superchargeur qu'on devine en fond. Et en fait ce qui est rigolo c'est que voilà, les batteries et les technologies ont beaucoup progressé depuis ces années, mais il y a également une autre innovation qui a aidé à l'avènement de la voiture électrique, c'est Internet, et principalement l'Internet mobile. En effet, il vous permet de vous occuper efficacement pendant les 20 à 30 minutes de recharge. Vous pouvez envoyer vos mails, faire des tâches administratives, regarder un film ou jouer même. Et surtout, il permet d'avoir des planificateurs intelligents qui vous indiquent votre capacité restante à l'arrivée de manière assez précise et également qui vous indiquent les pauses sur lesquelles vous devez recharger. Et voilà, il vous aide vraiment à optimiser l'utilisation du peu d'énergie que les voitures électriques embarquent. Et on va continuer de faire ça, nous, dans la prochaine vidéo, puisque maintenant, on va détailler poste par poste eh bien, les consommations des véhicules thermiques et électriques, et puis on verra comment optimiser ces dernières.